Madame, Monsieur, bonjour. Vice-présidente du Conseil régional en charge du climat et de la transition énergétique, Françoise Coutan porte les couleurs d'Europe Écologie Les Verts et défend l'environnement en Nouvelle-Aquitaine. Pollution, agriculture, transport, politique, quels sont ces combats? Françoise Coutan est aujourd'hui l'invitée de Dimanche en politique. Françoise Coutan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un mot tout d'abord sur un mouvement social qui dure depuis 19 semaines, le mouvement des Gilets jaunes. Plus de 3 mois après le début de ce mouvement, qu'en retenez-vous? J'en retiens une contestation par rapport au pouvoir en place et aux politiques menées. Un manque peut-être d'appropriation d'un certain nombre de sujets. C'est peut-être aussi la difficulté que nous avons en politique à vraiment concerter, co-construire les politiques pour qu'elles soient bien comprises. Alors c'est vrai qu'à l'échelon national, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce qui me choque, comme tout le monde, je crois, ce sont les violences qu'attire ce mouvement. Et en même temps, je suis relativement d'accord sur un certain nombre de positions que peuvent tenir certains gilets jaunes. Lesquelles, par exemple ? Ils défendent aussi un certain nombre de positions écologiques et pour le climat. À Angoulême, par exemple, samedi dernier, ils étaient présents dans le cortège des manifestations pour le climat. Je crois que les actions, pour qu'elles soient comprises, il faut les expliquer et il faut les co-construire. Ça, c'est nouveau en politique. C'est beaucoup plus nécessaire aujourd'hui pour les élus d'expliquer leur politique et d'associer un plus grand nombre pour prendre des décisions. Je pense que c'est indispensable qu'il y ait une appropriation citoyenne. On est élus, mais nous sommes aussi redevables vis-à-vis des citoyens qui ont voté pour nous. Donc nous devons les inciter à travailler avec nous au quotidien pour la construction de nos projets. Le pouvoir en place apporte-t-il les bonnes réponses à ces questions-là, si toutefois il apporte des réponses? Les bonnes réponses, je ne sais pas, mais si cela dure depuis 19 semaines, c'est que quelque part les réponses apportées ne sont pas les bonnes. Moi, j'ai été très surprise le 10 décembre par les prises de position d'Emmanuel Macron, qui s'est exprimé pour la première fois le 10 décembre par rapport à ce mouvement, en donnant comme ça 10 milliards d'euros, sans forcément justement permettre à ces citoyens qui manifestent de pouvoir choisir les sujets sur lesquels ils aimeraient qu'on les accompagne dans leur lutte. Et je crois beaucoup, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, à la co-construction. Et c'est bien de mettre des milliards sur la table, c'est mieux si les actions sur lesquelles ces milliards vont être posées sont partagées. Le préfet de Bordeaux, cette semaine, est devenu le nouveau préfet de police de Paris. Y a-t-il un problème de maintien de l'ordre en France et à Bordeaux ? Écoutez, moi, je suis quand même très surprise qu'on ne réussisse pas en France, dans un pays où théoriquement on a des forces de sécurité suffisantes, on ne réussisse pas à éviter ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées la semaine dernière. Franchement, ça interroge. Alors après, je n'ai pas les solutions. Les commerçants ont beaucoup souffert de ce mouvement un peu partout en France, mais notamment à Bordeaux. D'ailleurs, la région a voté une subvention de 2 millions d'euros pour aider les commerçants. Vous n'étiez pas forcément très favorable, d'ailleurs, à cette aide? Si, nous l'avons votée. Nous avons voté cette aide. Simplement, le sujet, il est qu'effectivement, les commerçants, les entreprises souffrent de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc, l'objectif, c'est quand même d'en sortir vite. Et pour en sortir vite, c'est être sur le terrain. On voit que le grand débat qui a été initié est peut-être insuffisant. Alors, dans le cadre de ce débat, et d'ailleurs ça a été le début de ce mouvement des Gilets jaunes, on voit que le Conseil d'analyse économique cette semaine a fait une nouvelle recommandation concernant le projet de taxe carbone. Ce projet de taxe carbone revient sur la table, j'ai envie de dire. C'est une bonne idée pour vous ? La taxe carbone en soi est une bonne idée. En tout cas, c'est un type de fiscalité qui est à la hauteur des enjeux du XXIe siècle. Sauf que le sujet, c'est pas de matraquer le citoyen avec des taxes et encore plus de taxes. Ça fait des années qu'on propose de revoir la fiscalité. Et puis cette fiscalité carbone, notamment, eh bien, elle est intéressante et elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour répondre aux enjeux climatiques. Mais encore faudrait-il que l'argent de ces taxes soit réinjecté sur les questions de transition énergétique et écologique. Donc, remis dans le porte-monnaie des citoyens pour justement permettre de changer ses habitudes, changer ses comportements et puis pouvoir isoler son logement, pouvoir circuler avec des moyens de transport moins énergivores, moins polluants. La question, elle est là.
on prend l'argent, alors d'abord savoir à qui on prend l'argent et puis le réinjecter aux bons endroits. Et en l'occurrence, à partir du moment où on parle de taxe carbone, eh bien, il faut qu'on ait des mesures en parallèle qui correspondent à la lutte contre les dérèglements climatiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on revient sur une thématique qui a lancé ce mouvement en décembre, c'est-à-dire cette taxe taxée pour éviter de prendre la voiture, en tous les cas la prendre de moins en moins, et en même temps pour toutes ces personnes qui vivent loin de leur lieu de travail, c'est une équation qui n'a pas de solution. On en revient un peu à ce qui s'est passé en décembre. Mais on est en train de souffrir de politiques qui sont menées depuis 10, 20, 30, 50 ans dans notre pays. Une politique d'aménagement du territoire, et encore, aménagement est un gentil mot pour dire ce qui s'est passé dans notre pays depuis maintenant 30 ou 40 ans. On a forcé les citoyens à aller s'installer de plus en plus loin de leur lieu de travail. Donc aujourd'hui, on va taxer le véhicule qui leur permet d'aller travailler. C'est une erreur. Et quand je dis qu'il faut une taxe carbone, il faut que cette taxe carbone, elle soit équilibrée et qu'elle permette à ceux qui ont besoin d'utiliser un véhicule de quand même pouvoir se déplacer et donc de réinjecter les sommes, l'argent perçu par cette taxe carbone dans des transports collectifs et dans un aménagement peut-être un tout petit peu plus intelligent du territoire. Autre thème d'actualité cette semaine, et la semaine précédente d'ailleurs, le naufrage du Grande America, ce navire italien qui le 12 mars dernier a entraîné une pollution, ce naufrage, une pollution au fioul lourd, naufrage au large de nos côtes. Que redoutez-vous suite à ce naufrage sur les côtes de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes? Déjà, la première chose, c'est de se demander comment ce type d'accident peut encore arriver au XXIe siècle. C'est une première question. Est-ce qu'il y a suffisamment de sécurité pour ce qui concerne le transport maritime? La réponse est non. On ne sécurise pas assez le transport maritime, et notamment de matières dangereuses. Alors d'accord, il y a du fioul dans le Grand Erika. Il y a aussi des matériaux, des produits chimiques dangereux. La question, elle est là. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien maintenant, on va faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on met des pansements. Comme on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on a l'expérience de l'Erika, du Prestige, et pour autant, ces accidents arrivent à nouveau. Donc on ne tire pas de conclusion, on n'arrive pas à gérer. Il y a un vrai problème au niveau de la sécurisation du transport maritime. Et vous, en tant qu'élu, vice-présidente de la région, de quelle manière vous pouvez faire entendre cette voix-là? On peut simplement demander à ce que ce soit un peu mieux sécurisé, mais évidemment, comme vous le savez, ça ne dépend pas de la région Nouvelle-Aquitaine, le transport de marchandises et encore moins le transport maritime. La réglementation, non, mais les conséquences, oui. Lorsque ces pollutions arrivent sur les plages et qu'il faut les gérer, c'est un coût très important. Exactement. Un problème psychologique également, un problème touristique, on a déjà vécu ça. Et en même temps, on a l'impression que tout le monde subit ce genre d'accident. On subit parce que justement, il n'y a pas de politique rigoureuse par rapport à ces questions-là. D'abord, transport de fioul. Bon, nous, vous savez, les écologistes, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait laisser les matériaux fossiles là où ils sont, c'est-à-dire dans le sous-sol. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à partir du moment où on en utilise encore, eh bien, il faut le transporter, que ce soit sécurisé. Et puis le troisième sujet, c'est quand même qu'on voit une immense mobilisation des associations, notamment en Charente-Maritime, pour se préparer à l'éventuelle arrivée de ce fioul. Bon, on est plus ou moins rassuré sur le fait que ce serait moins catastrophique que ce qu'on nous prédisait il y a une semaine. Mais tout de même, les inquiétudes sont là et je crois qu'on ne tire pas suffisamment les leçons de ce qui s'est passé, notamment via l'Erika. Autre problématique cette semaine et ces dernières semaines sur notre littoral atlantique, des cadavres de dauphins qui ne cessent de s'échouer sur les plages. On est à plus d'1 millier depuis le début de l'année, souvent liés à des captures par les bateaux de pêche. Là encore, quel est votre regard sur cette situation? Des images assez choquantes de voir tous ces dauphins échouer sur les plages. Alors, il y a les dauphins qui s'échouent sur les plages. Il y a d'autres problématiques qui sont liées à l'océan. Je crois que là encore, sur un sujet comme cela, il faut avoir une vision un peu systémique des choses, c'est-à-dire se dire pourquoi les dauphins échouent, pourquoi on a une vraie problématique au niveau de l'océan. On a cette problématique climatique qui touche également l'océan, avec une acidification des océans, avec des problèmes majeurs, notamment au niveau des coraux. On a cette problématique du plastique, dont on parle aussi beaucoup, parce que vous me parlez des dauphins qui s'échouent sur nos côtes, mais parlons aussi de cette baleine qui a été récupérée avec 40 kilos de plastique dans son estomac. C'est un vrai sujet. Et justement, comment est-ce qu'on change nos comportements? Comment est-ce qu'on modifie la réglementation pour qu'on cesse de retrouver ce genre d'épisodes? Et là, par rapport aux dauphins, c'est vrai que c'est dramatique. C'est pas récent.
Ça fait plusieurs années qu'on voit s'échouer des animaux marins. Ce n'est pas récent, c'est un constat qui fait froid dans le dos. Parce que est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise en compte de cette situation? Est-ce que les constats, vous les faites depuis des années, mais est-ce que ce n'est pas parfois un petit peu désespérant de ne pas voir les choses changer? Disons que les constats, on les fait et tout le monde peut les faire. Que les solutions, on en connaît un certain nombre. Mais c'est vrai que c'est très frustrant de voir qu'au-delà le fait qu'on connaisse les solutions, qu'on sache faire, il n'y ait pas de prise en compte de ces possibilités de mettre en place des actions efficaces. Alors, autre actualité cette semaine, 2 domaines viticoles de Gironde ayant procédé en 2014 à l'épandage de fongicides près d'une école, c'était en Gironde, se sont retrouvés devant la justice. Le procès a eu lieu mercredi à Libourne. Jean-Pierre Stahl. L'avocat de la Cepenso regrette que les parents des enfants ne se soient pas portés partie civile. Il l'explique par l'omerta dans ce milieu viticole autour de l'école. Le maire de Villeneuve fait partie d'un des 2 châteaux poursuivis. Et par ailleurs, une réunion à la sous-préfecture avait dégonflé l'affaire. Pourtant, 23 enfants ont bien été pris de malaise, d'irritation des yeux, de la gorge et de maux de tête le 5 mai 2014. La santé des enfants vaut bien un procès et il est heureux qu'aujourd'hui, on ait eu un vrai débat devant une juridiction et nous verrons bien ce qu'il en sera. Les premières conclusions de la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt, les techniciens, eux, concluent qu'il y a une imputabilité. Le médecin scolaire conclut qu'il y a une imputabilité. Les enseignants, ce sont des fonctionnaires d'État. Il y en a une qui est partie à l'hôpital. Elle est bien passée pour vous dire qu'il y a une imputabilité. 9 stations de Météo France ont relevé ce jour-là une force du vent de 20 à 32 km à l'heure. Or, pour la Défense, il n'y a aucun relevé sur site. La première station météo se trouve à 20 km. On doit prouver que la vitesse du vent au moment du traitement et sur le lieu du traitement était supérieure à 3 Beaufort. Le dossier est vide. 2, on doit prouver que les produits phytosanitaires sont sortis de la parcelle. Rien. D'un côté, on souligne l'importance de moyens appropriés pour traiter les vignes. De l'autre, aucun texte n'oblige à se doter d'anémomètres pour mesurer le vent. Avec cette médiatisation, la Défense parle de chasse aux sorcières. Le dossier a été mis en délibéré au 30 avril. Que pensez-vous de cette affaire ? Ce que je pense de cette affaire, c'est ce qui se passe là encore depuis plusieurs années par rapport à l'utilisation des pesticides et notamment du glyphosate. Le combat que mènent les écologistes pour arrêter cela, et là, ça ne date pas d'hier. Alors, on nous dit encore aujourd'hui 3 ans, il faut attendre encore 3 ans, mais c'est 3 ans durant lesquels un certain nombre de nos concitoyens vont subir des problèmes de santé. Donc, ce que je souhaite et ce que nous essayons de faire aussi à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, c'est mettre en place des stations de mesure à des lieux appropriés via l'association Atmo Nouvelle-Aquitaine pour mesurer justement la présence de ces pesticides dans l'air et surtout éviter qu'il y ait ces épandages près de lieux accueillant du public et notamment des jeunes enfants. C'est quand même dramatique. C'est dans un département comme la Gironde où évidemment la viticulture est très présente. Les viticulteurs doivent-ils changer radicalement leur manière de fonctionner, d'organiser les traitements ou la culture de la vigne? Je crois qu'ils sont conscients qu'il faut changer radicalement. Après, il faut leur donner les moyens de changer radicalement leurs pratiques. On a un certain nombre d'agriculteurs et de viticulteurs qui travaillent aujourd'hui sans utiliser des pesticides ou des intrants, des engrais. Donc on sait que ça peut se faire. Accompagnons, nous, les pouvoirs publics, les régions, l'Europe, le pays, la France, accompagnons ces agriculteurs vers ce qu'on appelle la transition agricole. C'est une volonté majeure de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est évidemment une volonté depuis des années des écologistes que de sortir des pesticides et donc de donner les moyens aux agriculteurs d'engager cette transition. Dans ce dossier, il faut préciser que la relaxe a été demandée, donc mise en délibéré au 30 avril. Vous avez parlé du glyphosate. Dans ce domaine, la France était à la hauteur de la situation et des enjeux. Oui et non. À partir du moment où on commence à parler de sortir des pesticides et du glyphosate, ça veut dire qu'on a quand même pris conscience de l'importance de cette mesure. Simplement se donner encore 3 ans, alors d'accord, ça va plaire à certains qui ont envie de continuer à utiliser ces produits. Mais 3 ans, c'est long quand on sait que tous les jours, il y a des gens qui subissent les désagréments liés à ces épandages de pesticides. Et dans notre région, première région agricole de France, on sait quand même
que c'est un véritable fléau. Et là, quand on est élu... On voit de plus en plus d'agriculteurs qui sont eux-mêmes les premiers touchés par ces lymphomes qui sont en recrudescence. Et il suffit d'aller dans les CHU pour se rendre compte de cette question. Est-ce que quand on est élu Europe Écologie Les Verts, est-ce que là, il n'y a pas des matins où on se demande à quoi sert le travail du quotidien lorsque le dossier n'avance pas plus vite et que l'on sait que le constat a été fait, qu'il y a danger, danger pour la population? Quand on entend certains de nos collègues qui ne sont pas forcément écologistes dire il faut sortir des pesticides, ça peut faire plaisir. Après, c'est le temps nécessaire pour sortir des pesticides. Et là, on trouve que c'est beaucoup trop lent. On peut aller beaucoup plus vite. Autre dossier dans la région, le lac de Caussade, le chantier d'une retenue d'eau en Lot-et-Garonne qui est illégal. Pourtant, il avance ce chantier et il y a quelques jours, le tribunal administratif de Bordeaux a étudié le dossier. Candice Olivari. Une audience et la déception des représentants de la Chambre d'agriculture, ardents défenseurs du lac de Caussade. C'est pas normal la façon dont ça se passe, c'est pas normal. Il y a un lobbying, comme je le disais, qui est fait par des associations pseudo-environnementales et ce lobbying porte tort à notre projet de lac pour l'agriculture, mais porte tort à tout un tas de projets qui sont bons pour l'économie de notre pays et je trouve ça décevant. Le lac de Caussade, un feuilleton qui dure depuis des mois. D'abord validé en juin dernier, puis retoqué par le ministère de l'écologie, obligeant la préfecture à faire marche arrière. Mais peu importe, les agriculteurs décident de continuer les travaux. Lors de l'audience, le rapporteur public demande au juge du tribunal administratif de rejeter la requête de la Chambre d'agriculture. Il met en avant entre autres le changement climatique et la possible difficulté du lac à être alimenté en eau dans les années à venir. De plus en plus, la justice et le droit vient en aide à l'écologie et à l'environnement parce que des lois existent et parce qu'il y a des associations, et notamment France Nature Environnement, qui se battent pour faire valoir ce droit. Le poids des lobbies, je pense que la Chambre d'agriculture, qui n'attend pas une autorisation et qui, sans que personne ne fasse quoi que ce soit, est en train de démolir un espace naturel, je crois que ça, c'est un lobby beaucoup plus nuisible au climat que nous-mêmes. Alors sur ce dossier, en tant qu'élu Europe Écologie Les Verts, mais en tant qu'élu de la région Nouvelle-Aquitaine, quelle est votre position? Évidemment, je crois que nous nous sommes prononcés contre. Alors quand vous dites vous dites votre groupe. Parce qu'Alain Rousset, au départ, même la région n'a pas mis d'argent dans ce chantier-là, mais la région, au départ, était plutôt favorable. Oui, mais vous n'êtes pas sans savoir que nous ne faisons pas forcément partie du même parti politique, même si nous faisons partie de la même majorité. Donc on peut avoir des approches un peu différentes et c'est aussi ce qui fait peut-être notre force. Donc la question de Caussade, elle est très claire, on s'est exprimé clairement contre. Après, de voir que cette infrastructure soit construite alors que l'État l'a interdite, c'est juste inadmissible. En dehors du fait que c'est une aberration sur le plan climatique. Vous savez sans doute que la région Nouvelle-Aquitaine a demandé à un comité scientifique, à Climatera, de réfléchir aux impacts des dérèglements climatiques dans notre région. La question de l'eau est un des sujets majeurs. Eh bien, préservons l'eau, regardons comment engager... On parle de transition agricole. Comment est-ce qu'on engage cette transition agricole si on continue à travailler exactement de la même manière, avec les mêmes modèles qu'au XXe siècle? Non, il faut changer de modèle. Alors, les agriculteurs sur place expliquent l'importance pour eux de cette retenue d'eau pour pouvoir alimenter certaines cultures, notamment les noisettes, les pruneaux. Vous leur dites non, on peut fonctionner autrement. Comment? Eh bien, il y a des manières de fonctionner autrement, en tout cas par rapport aux cultures. Peut-être qu'il faut aussi qu'on commence à penser à adapter nos cultures aux ressources dont on dispose. Et la question de l'eau est une question importante. On sait qu'il y aura moins d'eau dans les années à venir. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on suit le droit international et national concernant les usages de l'eau, c'est-à-dire priorité à la consommation humaine, consommation des êtres vivants au sens large, pas que les humains. Et puis ensuite vient l'économie, donc les entreprises et l'agriculture. Alors évidemment, l'agriculture est indispensable pour nous nourrir. Et sans l'agriculture, comment vivrions-nous? On est bien d'accord là-dessus. Mais peut-être qu'il y a une autre manière, il y a d'autres façons de produire, et puis également d'autres produits agricoles peut-être à envisager dans notre région, notre vaste région, en fonction des ressources dont nous disposons. Vous qui êtes une élue de la Nouvelle-Aquitaine, lorsque vous voyez que l'État ne se fait pas respecter sur son territoire, puisque ce chantier est illégal, qu'en pensez-vous? Comment réagissez-vous?
Je trouve ça totalement incroyable. C'est incroyable que l'État ne soit pas capable de se faire écouter par des citoyens ou des acteurs des territoires comme peuvent l'être les agriculteurs. C'est juste inadmissible. Vous avez évoqué vos relations avec le président de la région, Alain Rousset. Vous faites partie de sa majorité, vous fêtes toujours partie de sa majorité. Bien sûr. Pour autant, vous avez certains désaccords, on vient de le voir, pour le lac de Caussade. Mais vous savez, on avait des projets politiques qui étaient différents. Nous avons fusionné à l'occasion du second tour avec un projet politique pour notre région. Alors, moi, je respecte complètement Alain Rousset et ses positions, mais qu'on ne nous demande pas de penser exactement pareil que l'ensemble des élus de cette majorité régionale. Ce qui fait aussi notre force et notre richesse dans cette majorité, c'est la diversité de cette majorité. Et peut-être que nous apportons un certain nombre d'éléments, un certain nombre de solutions. Peut-être que parfois nous... Alors, il a l'air méchant, là, sur la photo. Il vous écoute. Peut-être que nous sommes parfois un peu l'aiguillon. Parfois, quand vous votez contre ces propositions, par exemple, vous pouvez l'agacer, j'imagine, le président Rousset. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on me dise quand est-ce qu'on vote contre. On vote parfois contre des aides que l'on juge climaticides, c'est-à-dire dangereuses pour le climat. Comme je le disais précédemment, on ne peut pas faire un rapport à Climatera, demander à des scientifiques de réfléchir à la question de l'impact des dérèglements climatiques dans notre région. On ne peut pas demander un rapport sur la biodiversité et ensuite ne pas en tenir compte dans les politiques publiques. Le président Rousset est tout à fait favorable au développement de la ligne LGV au sud de Bordeaux, vers Toulouse, vers l'Espagne. Alors là, c'est un désaccord extrêmement important avec vous. Vous êtes contre ce projet. Ce désaccord, il est acté. Il était clair déjà. Donc vous arrivez en fait à passer un accord, même s'il y a là une vision très différente sur les transports. Oui. Alors, c'est un point fondamental entre vous. Je crois, et pour l'instant, on n'a pas eu... L'accord est respecté. Pour l'instant, Alain Rousset n'a pas... Enfin, Alain Rousset demande le développement de la ligne vers le sud et fait des études pour ça. Oui, mais pour l'instant, aucun budget n'a été alloué à cette question-là. Donc, l'accord est respecté. Et tant qu'aucun budget n'est alloué, eh bien, pour l'instant, la ligne ne se fera pas. De toute façon, cette ligne, si elle se fait, ça sera à quel horizon? Très, très loin. Certainement 2025, 2030, voire au-delà. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut développer le transport du quotidien dans cette région. Vous savez comme moi quel est l'état du réseau de TER dans notre région, avec un certain nombre de lignes qui sont obligées de fermer. Je pense notamment à Angoulême-Limoges, alors que c'est une ligne qui est très utilisée, qui est nécessaire pour les lycéens. Donc ce transport du quotidien, il faut continuer à le défendre et surtout à moderniser notre réseau en priorité. Moi, il m'arrive de monter dans le TGV. Quand je vais à Paris, je n'y vais pas en TER. Ce n'est pas la question. Mais est-ce que c'est aux régions de financer une ligne à grande vitesse? Est-ce qu'on a besoin d'artificialiser encore un petit peu plus le foncier? Bon, c'est toutes ces questions-là qui se posent. On n'est pas sur des questions c'est bien ou c'est pas bien. On est vraiment sur des sujets qui nécessitent d'avoir une approche un peu globale. Et les transports en font partie. Il nous reste 3 minutes dans cette émission. Un mot, puisqu'on parlait politique, sur les européennes. Europe Écologie Les Verts décidé de faire une liste seule. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Europe Écologie Les Verts a suffisamment de charisme? Est-ce qu'elle a suffisamment de leaders pour partir à ce combat seul? Alors, quand on dit seul, c'est pas tout à fait juste. Il y a, comme parti politique, Europe Écologie Les Verts. Je rappelle quand même qu'il y a RPS aussi, Région et Peuples Solidaires, qui nous a rejoints. Mais il y a aussi un certain nombre de personnes de la société civile qui ont rejoint la liste Europe Écologie Les Verts et avec lesquelles nous pouvons mener une campagne efficiente, efficace. Et d'ailleurs... Je repose ma question, est-ce que Europe Écologie Les Verts ne manque pas de personnalité avec un peu plus de charisme? Je ne trouve pas que Yannick Jadot manque de charisme. C'est quand même un personnage. et notre tête de liste, enfin moi j'en suis très fière parce que c'est quelqu'un qui porte l'écologie pragmatique, l'écologie des solutions, l'écologie des terroirs. Et c'est ce dont on a besoin de montrer aux gens que c'est possible. Un dernier point important que vous défendez, les éoliennes en Nouvelle-Aquitaine. Alors on sait qu'en Poitou-Charentes, il y a, ex-région Poitou-Charentes, énormément d'éoliennes. Il n'y en a pas dans l'ex-région Aquitaine. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a une espèce de barrière stratégique. Il n'y a pas de vent c'est pas vrai. En Aquitaine? Alors non, c'est pas vrai. Ça, c'est une légende. Comme beaucoup de légendes perdurent, le fait qu'il n'y ait pas de vent en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a un petit peu moins, certes. Mais aujourd'hui, on a quand même du matériel qui permet de mettre en place de l'éolien. Et puis, si des développeurs veulent s'installer et font des projets de parcs éoliens en ex-Aquitaine, c'est que quelque part, il doit y avoir suffisamment de vent. On a des projets en ex-Aquitaine. Il y en a un certain nombre.
Moi, je me bats et je défends ces projets à partir du moment où ils n'entrent pas en contradiction aussi avec la préservation de la nature et de la biodiversité. Quand vous parlez de projet, vous pensez auquel, sur quel secteur ? Il y a un très beau projet qui n'est pas tout à fait partagé par l'ensemble des élus du Médoc, mais un très beau projet à l'Espar en Médoc, un beau projet à Ourtin, de beaux projets dans les Landes, des beaux projets en Dordogne. Il y a des beaux projets aussi en Pays Basque. Il y a des beaux projets un petit peu Donc il faut les faire partout. naître, ces projets. Maintenant, c'est votre combat, ça. Je crois que si on veut lutter contre les dérèglements climatiques, on a besoin du photovoltaïque, mais on a aussi besoin de l'éolien. Et surtout, lutter contre les dérèglements climatiques, c'est travailler aux économies d'énergie, ça doit être une priorité. Et puis sortir des énergies fossiles, pour ce qui me concerne fissiles, donc développer le mix énergétique. Il ne s'agit pas de mettre des éoliennes partout, il s'agit de penser au soleil, au vent, à la biomasse, à la géothermie, l'hydraulique. Allez, une dernière question en une minute. Il y a une centrale nucléaire en Aquitaine, du côté de Blaye, Bro et Saint-Louis. Cette centrale, elle date de 1981, 38 ans. Est-ce qu'il est encore raisonnable de laisser fonctionner cette centrale? Et si oui, combien de temps? Écoutez, combien de temps? Moi, j'aimerais qu'on la ferme le plus tôt possible. Ce n'est pas la question. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qu'on produit en alternative? Donc, quelles économies on génère pour consommer moins d'énergie et quelles énergies renouvelables on produit pour pallier aux réacteurs nucléaires que je souhaite nous fermions le plus vite possible. Mais on espère, là encore, que dans la programmation pluriannuelle, il y ait des choses un petit peu plus ambitieuses, programmation de l'énergie, qu'il y ait des choses un petit peu plus ambitieuses que la programmation, la PPE, qu'on est en train de nous préparer. Françoise Coutan, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, dans Dimanche en politique, nous recevrons Alain Vidalis, l'ancien ministre landais socialiste. Voilà, fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.